Bon, passons au quatrième cas clinique. Donc, de garde aux urgences, vous accueillez une patiente de 26 ans, d'origine italienne cette fois, photographe pour un magazine géographique, adressée pour qui vous consulte pour des douleurs thoraciques. Ces douleurs évoluent depuis à peu près 6 heures et n'ont pas cessé depuis. Elles sont apparues progressivement dans la matinée sans qu'elle n'ait pu déceler de facteur déclenchant. Ce sont des douleurs rétrosternales, constrictives, sans irradiation. La patiente a un petit peu de température à 37,9 degrés. Vous avez 7 électrocardiogrammes. Première question, interprétez cet électrocardiogramme. Donc, on a une fréquence cardiaque à peu près un peu moins de 100 par minute, qui est régulière, une onde P avant chaque QRS, un QRS après chaque onde P. Il s'agit d'un rythme sinusal régulier. L'axe est normal. Les ondes P sont normales. L'espace PR, on peut observer, par exemple, ici, un sous-décalage du segment PQ. Le QRS est fin, sans onde Q, sans hypertrophie ventriculaire. Le segment ST, on observe un sus-décalage du segment ST qu'on visualise à la fois dans le territoire latéral, D1VL, dans le territoire inférieur, D2, D3 et VF, et dans le territoire antérieur, notamment V2, V3, V4, V5, V6. Donc il s'agit d'un sus-décalage de ST diffus. Les ondes T sont normales. Donc cet électrocardiogramme, on retrouve un sous-décalage de PQ et un sus-décalage du segment ST diffus. Cet aspect de sus-décalage de segment ST qui est diffus, concordant, sans miroir, qui est concave vers le haut, avec une surélévation de l'onde T et un retour progressif à la ligne de base, c'est un aspect qui est très évocateur de péricardite aiguë. Donc, retenez les ECG d'une péricardite, le sus-décalage de ST qui est diffus, concordant, concave vers le haut, sans onde Q, avec une surélévation de l'onde T, un retour progressif à la ligne de base. C'est-à-dire qu'on a un segment ST qui a un aspect... qui a un aspect surélevé mais légèrement concave vers le haut et une onde T qui revient progressivement à la ligne de base jusqu'à l'onde T suivante. On peut avoir un sous-décalage de PQ, un microvoltage. C'est un électrocardiogramme qui évolue. À 2 jours, les ondes T s'aplatissent, le ST se normalise. En 2 semaines, les ondes T s'inversent. Et en quelques mois, le CG se normalise. Deuxième question. Devant cet aspect ECG et cette douleur thoracique qui persiste, y a-t-il une indication à amener immédiatement la patiente en salle de coronarographie? Donc non, bien évidemment, il n'y a aucune indication à amener la patiente en salle de coronarographie puisqu'il n'y a pas d'infarctus. Ce sus-décalage correspond à un diagnostic de péricardite et absolument pas un syndrome coronarien aigu ST+. Troisième question. Quel diagnostic suspectez-vous? Quels arguments de l'interrogatoire et de l'examen clinique devez-vous rechercher pour étoffer votre diagnostic? Donc sur cet aspect ECG et cette douleur, on suspecte une péricardite aiguë. Alors, qu'est-ce que vous allez faire à l'interrogatoire et à l'examen clinique pour progresser dans ce diagnostic? Il faut caractériser la douleur de péricardite. Est-ce que cette douleur est typique de péricardite? Les caractéristiques d'une péricardite, de sa douleur, il s'agit d'une douleur qui est sans lien avec l'effort, contrairement à une douleur angineuse. D'une douleur qui est positionnelle, qui est augmentée en décubitus. D'une douleur qui va être diminuée en antéflexion, majorée à la toux et à l'inspiration profonde, et qui n'est pas trinitrosensible, contrairement à une douleur angineuse, qui n'est pas reproduite par la palpation, contrairement à une douleur pariétale, et qui est calmée par les anti-inflammatoires. Ensuite, outre les caractéristiques de la douleur, il faut rechercher une fièvre associée, modérée, qui est évocatrice de péricardite sans en être spécifique, puisqu'un infarctus semi-récent peut être associé à de la fièvre, une embolie pulmonaire ou une pneumopathie également. L'auscultation cardiaque recherchera un frottement péricardique qui est assez rare mais pathognomonique et plus ou moins un assourdissement des bruits du cœur en cas de péricardite de forte abondance. Sur le plan du diagnostic étiologique, il faut rechercher des arguments
notamment pour une cause virale, qui est la cause la plus fréquente. On recherche à l'interrogatoire l'existence d'un syndrome grippal, enfin de fièvre, de myalgie, d'arthralgie, de signes ORL, dans les jours ou les semaines précédents. Parce que ce sont des éléments qui précèdent très fréquemment l'apparition de la péricardite. Et puis on peut rechercher des arguments pour les autres causes de la péricardite, la tuberculose, pour des maladies de système, etc. Ensuite, à l'examen clinique, il faut éliminer les autres causes de douleurs thoraciques, et notamment les urgences thoraciques. Donc, éliminer tous les arguments pour quelque chose d'angineux, donc une douleur liée à l'effort et trinitrosensible. Éliminer les arguments pour une embolie pulmonaire, en recherchant des signes de phlébite. Éliminer les arguments pour une dissection aortique, en prenant la tension aux deux bras, en recherchant une hypertension artérielle. En recherchant les caractéristiques de la douleur de dissection, notamment l'irradiation dans le dos et vers le bas. Ensuite, et rechercher les arguments pour une pneumopathie, donc la fièvre, tout dyspnée, un patient qui crache, qui expectore, le syndrome de condensation pulmonaire avec les crépitants. Éliminer les symptômes de pneumothorax, de cause digestive, de côte pariétale. Un petit rappel sur les étiologies des péricardites, puisque c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Le plus souvent, ce sont des causes infectieuses essentiellement virales, dans les jours ou les semaines qui suivent une infection en général bénigne. Ça peut être lié à une tuberculose, ça peut être lié à des infections bactériennes, il s'agit des péricardites purulentes qui sont de pronostic beaucoup plus mauvais. Ça peut être post-streptococcique, dans le cadre de rhumatisme articulaire aigu. Ensuite, on peut avoir des péricardites dans le cadre de cardiopathie, notamment quelques semaines après un infarctus, ce qu'on appelle le syndrome de Dressler. On peut avoir une péricardite aiguë, le plus souvent dans le cadre d'une tamponnade, lorsqu'on a une dissection aortique qui se propage jusque dans le péricarde. On peut avoir des causes inflammatoires au péricardite, essentiellement le lupus et la polyarthrite rhumatoïde. On peut avoir des causes néoplasiques, donc des cancers du poumon, des cancers locaux ou des cancers métastasés au péricarde. Et puis on a quelques autres causes diverses, l'hypothyroïdie, l'insuffisance rénale ou bien d'autres causes, je citerai les radiothérapies, la pancréatite aiguë. Quatrième question, quel est votre bilan paraclinique de première intention et votre prise en charge? On est dans le cadre d'un premier épisode de péricardite aiguë, simple, non compliqué, chez une femme jeune. Donc, on fait un bilan paraclinique standard, on n'a pas besoin de pousser les explorations en recherchant des causes rares de péricardite. Ce qui est essentiel dans le bilan paraclinique, c'est de s'assurer qu'il ne s'agisse pas d'un syndrome coronarien, grâce à la troponine, et de corroborer le diagnostic en réalisant un dosage de la CRP pour affirmer un syndrome inflammatoire. Une douleur thoracique évocatrice de péricardite avec une CRP élevée, une troponine négative, nous donne un tableau vraiment évocateur de péricardite. En deuxième intention, en cas de récidive, sur point d'appel clinique, on pourra rechercher d'autres causes infectieuses, post-streptococciques, tuberculeuses, ou des causes immunologiques, donc des anticorps pour rechercher un lupus, une dysthyroïdie, une amylase, etc. Ensuite, dans le bilan de première intention d'une péricardite, il faut faire une radiographie thoracique pour rechercher des diagnostics différentiels d'une douleur thoracique et pour rechercher un aspect de péricardite de forte abondance qui donnera une cardiomégalie symétrique en carafe. Donc c'est le diagnostic différentiel. Avec un aspect en carafe, donc au lieu d'avoir un cœur qui est d'aspect normal, on aura un cœur qui aura un aspect en carafe, donc évocateur de péricardite. Et puis, surtout, on réalisera l'échographie cardiaque, ce qui permettra de faire le diagnostic positif en visualisant un épanchement péricardique. Ça permettra de faire le diagnostic de gravité en recherchant une mauvaise tolérance cardiaque de l'épanchement. Ça permettra de faire le diagnostic de gravité en recherchant des signes de tamponnade et de faire le diagnostic différentiel en recherchant des symptômes évocateurs d'un syndrome coronarien, d'une dissection aortique, d'une embolie pulmonaire ou de toute autre étiologie. On réalisera un électrocardiogramme qui a déjà été fait dans ce cas clinique.
Ensuite, quelle va être la prise en charge thérapeutique dans le cadre d'une péricardite? Simple, non compliqué, le traitement va être ambulatoire. Ce qu'il faut, c'est que la patiente se repose. C'est très important, ça accélère la guérison, ça évite les complications. Et elle bénéficiera d'un traitement par anti-inflammatoire. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la colchicine ou l'aspirine, pour une durée de 3 semaines, dans le cadre d'un premier épisode de péricardite non compliqué. Elle pourra bénéficier d'un arrêt de travail pour se reposer. Et c'est une patiente qui devrait être surveillée sur le plan clinique, avec la douleur et l'examen cardiovasculaire, sur le plan biologique, avec le contrôle de son syndrome inflammatoire biologique, et sur le plan de l'imagerie, avec une échographie cardiaque de contrôle réalisée à quelques semaines. 5e question. La patiente retourne à son domicile. 3 jours plus tard, elle revient pour une nouvelle douleur thoracique et une dyspnée d'apparition brutale. L'électrocardiogramme retrouve cette fois un aspect S1Q3, des ondes T négatives en V1, V2. La gazométrie artérielle révèle un effet shunt. La radiographie thoracique est normale. Vous suspectez une embolie pulmonaire. Vous reprenez l'interrogatoire. La patiente a déjà eu 2 phlébites quand elle était jeune. Une fois, on a dit que c'était à cause de sa pilule. La deuxième fois, on a dit qu'elle était alitée suite à une entorse bénigne. Elle a également eu une fausse couche il y a 2 ans. Elle voulait un enfant. Bon, elle n'a pas réessayé depuis parce qu'elle est maintenant célibataire. Vous poursuivez votre interrogatoire, votre examen clinique. Vous retrouvez des notions de douleur articulaire des 2 mains, aux articulations interphalangiennes proximales et aux articulations métacarpophalangiennes, symétriques, insomniantes, accompagnées de rougeurs et de gonflements articulaires. Ça évolue par poussée. Et elle vous signale que sa première poussée a eu lieu suite à un séjour au Maroc l'été dernier. La seconde poussée suivait une semaine de photographie dans le nord à Madagascar. Donc ça, que devez-vous en déduire? Qu'on a des poussées d'arthralgie qui suivent a priori une exposition solaire. Votre bilan de première intention retrouve une anémie, légèrement microcytaire, un taux de globules blancs normal, avec un taux de lymphocytes et de polynucléaires normaux, un taux de plaquettes bas, le ionogramme est normal, la créatinémie est normale. Par contre, on a des anomalies de la BU avec une protéinurie et une hématurie. Donc on se retrouve dans le cadre d'une patiente jeune qui présente beaucoup de symptômes, qui présente une péricardite, qui présente des phlébites à répétition compliquées d'une embolie pulmonaire, des douleurs articulaires et des cytopénies et des atteintes rénales. Quel diagnostic global suspectez-vous? Donc devant l'ensemble de ce tableau, il faut absolument penser à évoquer un lupus compliqué de syndrome des antiphospholipides. Lorsque vous répondez à votre question diagnostic, il faut vraiment étayer votre diagnostic pour donner un maximum d'éléments pour ne pas perdre de points, pour vraiment être complet. Donc ici, votre diagnostic, c'est une embolie pulmonaire. Très important, c'est ça qui menace le pronostic à court terme. Dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides, puisque c'est une femme jeune qui a déjà eu 2 phlébites, une fausse couche, dans un contexte de maladie de système, c'est très probable qu'elle ait ce syndrome. Syndrome des antiphospholipides secondaires. Il existe 2 types de syndrome des antiphospholipides. Les syndromes primaires, qui sont isolés, et les syndromes des antiphospholipides secondaires, qui sont associés à une autre maladie. Et ici, ce syndrome est secondaire à un lupus érythémateux aigu systémique. Devant les arguments de poussée déclenchée par l'exposition solaire, d'arthrite non érosive des mains, de néphropathie, de péricardite, d'anémie et de thrombopénie. Et un lupus en poussée. En poussée, puisque on présente actuellement les symptômes péricardite, arthrite, anémie, thrombopénie et la phlébite et l'embolie pulmonaire. Alors, quel bilan paraclinique réalisez-vous? On aura un bilan paraclinique qui va être très long et très exhaustif. Dans ce genre de questions, il faut que vous soyez très organisé. Vous avez différents éléments à caractériser. La patiente a une embolie pulmonaire, faites le bilan de l'embolie pulmonaire. Un lupus, faites le bilan du lupus. Une atteinte rénale, faites le bilan de l'atteinte rénale. Une atteinte hématologique, caractérisez l'atteinte hématologique. Un problème syndrome des antiphospholipides, affirmez le diagnostic et caractérisez-le. Enfin, prenez vraiment point par point tous les éléments de l'énoncé et caractérisez-les au niveau du bilan, ça vous permettra de ne rien oublier.
Donc, pour l'embolie pulmonaire, il faut l'affirmer. L'affirmer en réalisant un angioscanner thoracique, une échographie cardiaque éventuellement pour en rechercher un retentissement cardiaque et un échodoppler veineux des membres inférieurs pour rechercher des arguments pour une phlébite. Ensuite, sur le plan du lupus, on va avoir un bilan biologique qui sera nécessaire. Donc un bilan standard, NFS, plaquettes, syndrome inflammatoire, et la recherche d'anticorps évocateurs du diagnostic de lupus. Les anticorps antinucléaires, qui sont sensibles mais peu spécifiques. Les anticorps anti-DNA natifs, qui sont moins sensibles mais très spécifiques de lupus. Les anticorps anti-SM, antinucléosomes, anti-histone, qui eux sont beaucoup plus spécifiques de lupus. Les anticorps évocateurs d'autres maladies de système pour le diagnostic différentiel. Les anti-SSA et anti-SSB sont les anticorps du syndrome de Gouge-Roche-Jeugren, mais qui peuvent être vus dans le lupus. Les anticorps anti-RNP sont ceux du syndrome de Sharp. Les anticorps anti-histone peuvent être vus dans un lupus induit par des médicaments essentiellement. Ensuite, pour le bilan de gravité du lupus, il faut doser le complément. Une poussée lupique est associée à une baisse du complément. Une baisse importante du complément est un facteur pronostic péjoratif dans le lupus, puisque c'est un stigmate d'une poussée grave, importante. En termes d'imagerie, on peut réaliser une radiographie thoracique pour visualiser une éventuelle pleurésie, faire un électrocardiogramme. Ensuite, il faut explorer le syndrome des antiphospholipides, donc un TCA, qui dans le syndrome des antiphospholipides sera allongé. Ce TCA restera allongé malgré adjonction de plasma témoin, puisqu'il s'agit d'un inhibiteur de la coagulation et non d'un facteur déficient. Et troisième chose, ce TCA sera corrigé par l'adjonction d'une forte quantité de phospholipides, d'où le terme d'anticorps antiphospholipides. Par ailleurs, il faut doser les anticorps anticardiolipines et anti-bêta-2-GP1, qui sont des anticorps spécifiques, enfin, relativement spécifiques, du syndrome des antiphospholipides. On peut également faire un TPHA-VDRL, où le syndrome des antiphospholipides est classiquement associé à une fausse sérologie syphilitique positive, donc un VDRL positif avec un TPHA négatif, quelque chose qui, en pratique, a très peu d'intérêt diagnostique. La patiente est anémiée. Il faut donc caractériser l'anémie. Est-ce qu'elle est régénérative, les réticulocytes? Est-ce qu'elle est liée à une carence martiale, ce qui est la cause la plus fréquente chez les femmes de son âge? Est-ce qu'elle est auto-immune, ce qui est fréquent dans le lupus, donc la recherche d'une anémie hémolytique avec l'aptoglobine, la LDH, la bilirubine, et le test de Coombs pour rechercher une hémolyse auto-immune. Ensuite, la patiente a une thrombopénie. Est-ce que cette thrombopénie peut être liée à d'autres choses? Un déficit vitaminique, des infections, notamment l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH. Toujours penser à demander l'accord du patient avant de réaliser une sérologie VIH. Est-ce que ça peut être quelque chose d'immunologique, lié à une CIVD? Enfin bref, beaucoup d'examens. C'est une patiente qui a également une atteinte rénale. On pensait à rechercher quelle est l'intensité de la suffisance rénale. Est-ce qu'elle est insuffisante rénale? Doser la protéinurie des 24 heures, vu qu'elle a une bandelette urinaire positive pour les protéines. Faites une échographie rénale qui permettra d'une part de rechercher une cause obstructive à l'insuffisance rénale, d'autre part de rechercher des stigmates d'insuffisance rénale chronique, donc des petits reins fibrosés, ou de rechercher d'autres anomalies morphologiques pouvant être associées à l'atteinte rénale. Et puis éventuellement discuter une ponction biopsie rénale en fonction des résultats des examens. Ensuite, c'est une patiente qui a des arthralgies. Donc pensez radiographie des mains, voire électromyogramme si vous suspectez une atteinte neurologique. Un petit rappel sur les critères diagnostiques du syndrome des antiphospholipides. Syndrome des antiphospholipides, il faut un critère clinique, donc thrombose veineuse ou artérielle, ou obstétricale, 3 fausses couches, ou une mort fœtale après 10 semaines, ou un accouchement prématuré avant 34 semaines. Et il vous faut un critère biologique qui doit être présent à 2 reprises à 12 semaines d'intervalle, qui peut être la présence d'anticorps anticardiolipines, anti-bêta-2-GP1 ou un anticoagulant circulant type lupique. Pareil, ces diapositives vous seront données. 7e question. La protéinurie revient positive à 1,2 g par 24 heures. Est-ce qu'il faut faire une biopsie rénale et pourquoi?
La réponse est oui. La biopsie est justifiée. Pourquoi ? Parce que la protéinurie est abondante. Une protéinurie supérieure à 500 mg par 24 heures dans un lupus doit faire réaliser la biopsie. Et ensuite, du fait de la présence d'une hématurie microscopique qui peut être le reflet d'une infiltration glomérulaire. Qu'est-ce que va nous donner cette biopsie rénale? Ça va nous donner le type de néphropathie lupique, ce qui va nous donner des informations à la fois sur le plan du pronostic de la néphropathie et ce qui va modifier la prise en charge thérapeutique. 8e question. Quelle est votre prise en charge thérapeutique globale? Donc, la patiente également présente de nombreux problèmes. Elle présente un lupus, un syndrome des antiphospholipides et de nombreux symptômes qu'il faut prendre en charge. Sur le plan du lupus, il faut avant tout traiter sa maladie de fond. Son lupus va se traiter par une corticothérapie, parce qu'il s'agit d'une forme grave, avec une dose d'attaque, puis une décroissance progressive. Lorsqu'on met une corticothérapie, je me répète encore une fois, ne jamais, jamais, jamais oublier les mesures associées. Mesures associées, le régime hyposodé, pauvre en sucre, pauvre en lipides saturés, la supplémentation vitamino-calcique, la supplémentation potassique, les biphosphonates afin d'éviter l'ostéoporose. La patiente qui a voyagé en Afrique, qui est notamment allée à Madagascar, doit bénéficier d'une prévention de l'anguillulose par ivermectine. Bon, si cette corticothérapie ne suffit pas dans le traitement du lupus, ou si c'est un lupus qui est associé à des atteintes viscérales graves, il faut associer au traitement du lupus des immunosuppresseurs, donc essentiellement l'endoxan, donc le cyclophosphamide en cas d'atteinte grave, ou le mycophénolate mofétyle, le Celcept. Ensuite, chez tout lupus, on peut proposer des antipaludéens de synthèse, qu'il s'agit de l'hydroxychloroquine, le plaquenil, qui sont en général assez bien tolérés, au prix d'une surveillance essentiellement ophtalmologique, et qui sont efficaces sur l'atteinte cutanée et l'atteinte articulaire. La patiente lupique doit être éduquée. Il faut absolument qu'elle arrête le tabac, parce que ça favorise les poussées lupiques, ça augmente le risque thrombotique dans le cadre de son syndrome des antiphospholipides. Il faut qu'elle arrête toute contraception œstroprogestative et qu'elle soit mise sous contraception efficace, avec des microprogestatifs ou des progestatifs de 3e génération. Ensuite, la patiente est sensible au soleil. Elle a eu plusieurs poussées de sa maladie déclenchées par le soleil. Il faut donc qu'elle se protège du soleil. Photoprotection. Elle ne doit pas s'automédiquer pour éviter les médicaments qui peuvent déclencher des poussées de la maladie. Elle a une atteinte rénale. Il faut donc envisager toutes les mesures de néphroprotection, éviter tout ce qui peut être toxique pour le rein. Elle a un syndrome des antiphospholipides qui est symptomatique puisqu'il s'est déjà manifesté par plusieurs épisodes de thrombose et d'embolie pulmonaire. C'est une patiente qui devra donc être anticoagulée à dose efficace à vie. Elle a des arthralgies, tout l'intérêt de médicaments antalgiques et de kinésithérapie pour la rééducation. La patiente est atteinte d'une maladie chronique qui doit être prise en charge à 100% parce qu'elle aura besoin d'un suivi pendant de nombreuses années avec de nombreux examens qui sont coûteux. Un soutien psychologique important chez une femme jeune à laquelle on apprend qu'elle est atteinte d'une pathologie grave et chronique. Et puis pensez, toute question de traitement doit s'achever par la surveillance régulière et à vie. 9e question. Vous traitez au long cours votre patiente par des médicaments antivitamine K. Malheureusement, vous avez beau augmenter les posologies, votre INR stagne à 1,4, alors qu'elle avale 4 comprimés de Préviscan chaque soir, ce qui est une dose énorme. Quelles sont les étiologies d'une résistance aux antivitamines K? Et en pratique, quelle va être votre démarche pour corriger cet INR et l'amener dans la zone thérapeutique? Donc, devant une résistance aux AVK, vous devez évoquer différentes causes. Pour être schématique et organisé, il faut commencer par évoquer une cause génétique. C'est quelque chose qui est très rare, mais qui existe. Il faut évoquer des causes secondaires. Les causes secondaires, l'erreur de laboratoire, mais c'est rare que ça se répète plusieurs fois. Le fait qu'il n'y ait pas assez, que le médicament ne passe pas assez
dans le sang de la patiente. Donc ça peut être dû à une mauvaise compliance, ce qui est quelque chose de très important à rechercher, surtout chez un patient jeune, dans le cadre d'une maladie chronique. Par le biais d'une malabsorption digestive, la patiente prend ses antivitamines K, mais ils ne sont pas absorbés. Ensuite, la résistance aux AVK peut être due à des interactions médicamenteuses. On a assez d'antivitamine K qui passent dans le sang, mais d'autres médicaments les inhibent, notamment les antiépileptiques. Ensuite, ça peut être dû à un excès de vitamine K. On a des antivitamines K en quantité suffisante dans l'organisme, mais la patiente consomme trop de vitamine K et par conséquent inhibe l'efficacité de ces traitements anticoagulants. Donc, il s'agit d'un excès de vitamine K d'origine iatrogène ou d'origine alimentaire. Donc, comment allons-nous procéder chez cette patiente pour corriger son INR? Première chose, il faut rechercher est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur le résultat biologique? Est-ce que la patiente est bien observante dans ses traitements? Est-ce qu'elle ne fait pas d'erreur diététique qui empêche les antivitamines K d'être efficaces? Est-ce qu'elle ne prend pas d'autres médicaments qui inhibent l'action des antivitamines K? Est-ce qu'elle n'a pas de pathologie digestive qui empêche leur absorption? Est-ce qu'elle n'a pas dans sa famille d'autres cas de résistance aux antivitamines K, ce qui évoquerait une cause génétique? Si on ne retrouve pas de cause, on peut commencer par changer de classe, c'est-à-dire passer des indandiones, comme le Préviscan, aux coumariniques, comme la coumadine. Ça permet, dans certains cas de résistance génétique, une classe est efficace, l'autre est inefficace. Donc ça peut permettre d'améliorer la situation. On va privilégier les demi-vies longues qui sont plus stables, comme la coumadine ou le Préviscan. Et on va augmenter les doses par palier, régulièrement, jusqu'à 6 ou 8 comprimés par jour si besoin. Retenez essentiellement de rechercher l'observance thérapeutique, l'alimentation, les médicaments, une éventuelle malabsorption digestive. En conclusion, retenez sur les péricardites, retenez l'aspect ECG des péricardites, retenez les étiologies des péricardites. Dans la majorité des cas, les péricardites sont virales et bénignes, mais elles peuvent être associées à d'autres maladies, notamment des maladies auto-immunes, des pathologies infectieuses comme la tuberculose, des pathologies bactériennes, peut être associées à des pathologies tumorales ou à d'autres pathologies, l'insuffisance rénale, les hypothyroïdies. Retenez, dans le cadre du lupus, des signes cliniques variés, un diagnostic qui se fait essentiellement sur la biologie, l'importance pronostique de l'atteinte rénale, mais retenez certains éléments dans le lupus et dans sa prise en charge. Attention au soleil, qui est un facteur déclenchant fréquent des poussées, donc pensez à la photoprotection. Pensez dans un cas de lupus, attention à la contraception et au tabac, surtout dans le cadre d'un syndrome des antiphospholipides. Pensez, lors du bilan et du traitement d'un lupus, à évaluer le lupus, mais également à évaluer toutes les atteintes possibles dans ce lupus. Et ensuite, n'oubliez pas d'évoquer le syndrome des antiphospholipides devant des thromboses répétées, des phlébites, des embolies pulmonaires chez une femme jeune. Voilà pour le cas clinique numéro 4 qui traitait essentiellement du lupus.